Terra, c'est quoi Ben, une fois dit ça, Terra, tout est dit dans l'acronyme, hein, tous, ensemble, vers un revenu d'autonomie. Tous, on prend tout le monde, tous les vivants, pas seulement la race humaine ou une partie de la race humaine, on prend tous les vivants. Ensemble, ça veut dire qu'on les prend, mais dans des ensembles, pas tous de la même façon, avec la même tunique blanche, entre guillemets, le même style de vie, la même façon de faire, les mêmes normes, les mêmes, tu vois. Donc on les prend ensemble avec leur style de vie. Donc s'il y en a qui veulent vivre tout nus dans la forêt, ben ça nous va. Hein. S'il y en a qui veulent partir dans l'espace, conquérir d'autres planètes, bon, ça nous va aussi, à condition que ce soit fait tous dans le respect des humains et de la nature. Vert, ça veut dire que c'est pas fait. Donc ça se construit ensemble, c'est co-construit. On n'arrive pas avec un truc tout fait en 4 étapes dans lequel les gens, ils n'ont plus qu'à appliquer et puis ça y est, on a passé de l'autre côté. Non, ça ne marche pas comme ça. Vert, ça veut dire, ben, on ne sait pas trop comment ça va être. Hein, là, je suis un grand fan d'Edgar Morin. Et Edgar Morin, il parle beaucoup de ce qu'on appelle l'émergence. Nous, on est un projet de type émergent. C'est-à-dire qu'on va laisser les choses, on a des principes qui nous guident, mais on ne sait pas ce que ces principes vont donner. Donc on laisse l'expérimentation nous montrer vers où ça va, quoi. Parce que si tu cales comme ça sur l'expérimentation des résultats que tu attends, mais tu pervertis l'émergence. Et donc tu reproduis ton passé dans ton futur, puisque tu lui colles un truc que tu connais. Or, justement, on ne sait pas vers où on va, si tu veux. Donc par contre, on a des principes. Et donc on laisse les principes guider le projet. Et à partir de ce qui émerge, les choses positives comme les choses plus négatives, eh bien on va construire l'étape suivante. Donc on a des principes et on laisse l'émergence se faire. Donc, vert, donc, ça veut dire que donc, on n'a pas tout prêt, on co-construit avec toutes les parties prenantes du territoire. Un revenu, c'est pas un salaire. Un revenu, c'est pas un émolument, comme chez les fonctionnaires. Un revenu, c'est quelque chose qui revient. Et si quelque chose est revenu, c'est parce que quelque chose est parti. Et donc, ça veut dire que ce revenu est contre-garanti par une production. Et cette production, elle ne peut être que durable. Elle ne peut être que durable et relocalisée de façon très très forte dans le respect des humains et de la nature. Donc pour un revenu, donc contre-garanti par une production durable et locale, et autonomie, un revenu d'autonomie. Autonomie, ça vient de autonomos, qui veut dire faire ses règles par soi-même. Et donc ce revenu a pour objectif que chaque être humain qui le reçoit puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Et quand on parle d'autonomie, on ne parle pas seulement des autonomies des personnes, de l'autonomie des personnes, on parle aussi de l'autonomie des territoires, parce qu'une personne qui serait autonome avec des euros, ça ne marche pas. Une personne, pour qu'elle soit autonome, il faut qu'elle soit autonome avec un revenu au maximum en monnaie citoyenne locale, pour qu'on lui garantisse que son territoire soit autonome et qu'elle ne dépende pas de production qui viennent de 20 000 km. Parce que quand ta production vient de 20 000 km, surtout ta production vitale, tu n'es pas autonome. Tu as une espèce de sensation d'être autonome, mais tu n'es pas autonome. Pour que tu sois autonome, il faut que tu sois cause sur la production vitale dans ta vie. Donc tu dois être proche des producteurs et de pouvoir aller le voir en disant hey, ça ne me va pas du tout, est-ce que tu peux changer ta production? Et comme tu es un client important pour lui, ben, la personne va dire ok très bien, mais je vais m'adapter pour que ma production corresponde mieux à ce dont tu as besoin. Voilà. Tous ensemble vers un revenu d'autonomie. Et donc du coup, les outils qui sont mis en place ici à Terra, concrètement, pour repenser cette économie. Alors pour ça, on a plusieurs. On a d'abord une vision, une vision assez claire de ce qu'on voudrait. Et dans cette vision, après, on a des ambitions qui font que ces ambitions permettent à ces visions de se matérialiser. Et comme son nom l'indique, ces ambitions qu'on a, ce n'est pas des choses toutes faites, c'est des directions, c'est des forces qu'on essaie de faire grandir avec nous. Et la forme que ça va prendre, c'est les stratégies qu'on va utiliser pour que ces ambitions grandissent, eh bien, elles vont se modifier, s'amender, se constituer au fur et à mesure que les émergences apparaissent sur notre territoire. Donc la vision, c'est créer un écosystème coopératif qui va relocaliser 85% de la production vitale et locale pour les habitants qui vivent sur ce territoire, échangeable en monnaie citoyenne locale, c'est-à-dire avec une monnaie qui compte ce qui a de la valeur pour nous, et non pas une monnaie qui extrait de la valeur, donc qui compte ce qui a de la valeur pour nous. Et cette monnaie, on veut qu'elle soit émise sous la forme d'un revenu de base inconditionnel, d'1 euro supérieur au seuil de pauvreté, versé de la naissance à la mort à tous les habitants de ces territoires.
et qui soit suffisant pour que les gens puissent dire non à une activité marchande. Ou oui d'ailleurs, parce qu'on n'est pas contre l'activité marchande. Mais il faut redonner le choix aux gens des activités qu'ils veulent faire. Voilà, et donc ça c'est vraiment un peu la vision et quand je me lève le matin, la première chose à laquelle je pense après ma méditation, c'est j'ai une visualisation très claire d'un petit bébé qui naît, et au moment où il prend sa première inspiration, boum, quelque part, on va créer le revenu qui va lui permettre de vivre toute sa vie sans se préoccuper de savoir comment il va bouffer, comment il va se loger, comment il va se déplacer, comment il va s'informer. Et en même temps, je vois un autre compte en banque, en quelque sorte, sur lequel on va venir placer la moitié de ce revenu pendant toute sa jeunesse. Et là, on va lui cumuler une sorte de capital qui, lorsqu'il arrivera à 18 ans, eh bien, il partira dans sa vie avec un revenu qui lui permet de vraiment choisir ses activités, et de l'autre côté, un petit capital pour démarrer sa vie. Voilà. Et je pense que si tous les êtres humains de la planète naissaient avec un revenu d'autonomie en monnaie citoyenne locale, contre-garantie par une production locale, et qu'ils avaient un petit capital à la majorité pour démarrer sa vie, je suis sûr que ces jeunes-là, ils verraient la civilisation dans laquelle ils arrivent d'une façon totalement différente. Et notre société serait vraiment très très différente. Voilà, donc c'est ce qui me fait un peu me lever le matin. Alors maintenant, comment on fait ça concrètement ? On travaille en fait à travers plusieurs domaines. Donc ces domaines, on les appelle des fonctions. Les fonctions, c'est le terme qu'utilise l'économie de la fonctionnalité de la coopération, qui est une nouvelle forme d'approche de l'économie, basée sur la production de services et non plus de biens. Jusqu'à présent, en fait, dans l'économie, on était plutôt sur une logique de production de biens marchands. Donc dès qu'on produit un bien, ça veut dire occupation d'un espace, occupation de matière, occupation d'énergie, occupation d'argent et occupation de temps. Okay, donc un bien, quand tu le crées, tout ça c'est empaqueté, et c'est ça que tu as, et ça bloque tout ça pendant le moment où le bien y est. Et dans l'économie de la fonctionnalité, ce qu'on dit, c'est qu'on va plutôt vendre ce qu'on appelle de la valeur d'usage. Alors, je dis ça parce que c'est super important pour dire pourquoi et comment on fait ce qu'on fait. C'est que nous, on ne cherche pas à produire des biens, on cherche à produire de la valeur d'usage. Autrement dit, on va chercher à augmenter la quantité de valeur d'usage sur le territoire. C'est-à-dire, l'usage, c'est quoi ? C'est par exemple utiliser une voiture pour se déplacer, par exemple. Mais pour utiliser une voiture pour se déplacer, tu n'es pas obligé d'être propriétaire de ta bagnole. Si tu étais garanti d'avoir une voiture dans les 10 minutes, par exemple, tu te foutrais à la limite de savoir quelle voiture tu as. En tout cas, beaucoup de gens s'en foutraient. Certains voudraient peut-être avoir leur voiture, mais ils seraient très très nombreux. Et c'est parce que vraiment, ils sont fans de leur bagnole, tu vois. Mais si vraiment, toi, tu pouvais te déplacer de façon simple et rapide, tu n'aurais pas forcément besoin de ça. Voilà. Donc là, nous, on va plutôt produire de la valeur d'usage et diminuer la quantité de matière, d'espace, d'énergie, de temps et d'argent nécessaires pour cette valeur d'usage. Donc, on va détruire, c'est là que c'est super chaud, c'est que nous, on va détruire de la valeur monétaire. Prenons notre exemple. Pour créer, par exemple, une valeur d'usage, habiter confortablement une maison. On va partir sur une filière courte, terre, bois, paille. On va faire une maison passive qui récupère l'eau de pluie, qui la potabilise, qui la retraite sous forme de phytoopération. On va l'orienter sud-sud-ouest pour pouvoir profiter un maximum du soleil. On va lui mettre des matériaux qui captent la chaleur. Et du coup, au bout d'un moment, cette maison, elle ne sera chauffée que par la chaleur des gens qui l'habitent, si tu veux. Du coup, cette maison, c'est une catastrophe sur le plan économique aujourd'hui. Une économie financiarisée. Sur le plan économique, c'est top. La vraie économie qui cherche à gérer la rareté, si tu veux, c'est le top du top de l'économie, une maison passive. Mais sur le plan de l'économie monétaire, c'est une catastrophe. Puisque cette maison, elle va durer, mais alors, elle ne va pas avoir besoin de chaleur extérieure, elle ne va pas avoir besoin d'électricité, de transporter de l'électricité, puisqu'il y aura des panneaux photovoltaïques, tu vois, donc elle sera autonome. Elle sera pensée pour en économiser le plus possible. Elle va récupérer l'eau de pluie, donc pas de canalisation qui arrive. Elle va retraiter son caca et son pipi, donc du coup, pas de canalisation qui repart, pas de, tu vois. Et derrière, tout ça, ça va se faire en plus dans un écosystème coopératif dans lequel, à quelques mètres ou centaines de mètres, je vais pouvoir acheter mon panier bio, mon système alimentaire, etc. Donc tu vois, tu vas détruire une tonne de valeur monétaire. Mais qu'est-ce que tu vas produire comme valeur ? Tu vois ? Voilà, donc nous, on veut accroître la valeur d'usage et diminuer donc les biens qui permettent à cette valeur d'usage de circuler. Et donc forcément, sur le plan purement financier, on est destructeur de valeur monétaire. Mais sur le plan économique, on est constructeur de valeur. Alors pourquoi j'ai mis ce petit préambule ? Parce que c'est super important de comprendre que tout ce qu'on pense aujourd'hui,
à Terra, on le pense d'abord pour produire des valeurs d'usage. Et ces valeurs d'usage, on les pense pour être produites à travers des solutions intégrées. C'est-à-dire les solutions intégrées, c'est quoi? C'est-à-dire que si par exemple on va produire un service de mobilité, on ne va pas le faire tout seul dans son coin comme le ferait une entreprise qui veut lancer un produit. On va le faire en partenariat avec les collectivités territoriales qui s'occupent des transports. On va le faire en partenariat avec les associations locales. On va le faire en partenariat avec les entreprises locales. Par exemple, si à côté de nous, il y a un mec qui a un taxi, on ne va pas s'amuser à construire un système de véhicules partage sans l'associer parce que lui, du coup, on le tue. Si tu veux. Pareil, si on se met à faire du pain bio, on va regarder avec la boulangère comment on va pouvoir se travailler. Tu vois. Donc, on va construire, on appelle ça la co-occurrence, c'est-à-dire le fait d'être en concurrence. La concurrence, c'est important, hein, étymologiquement, ça veut dire courir ensemble, et pas seul, et co-occurrence, parce qu'en coopération. Tu n'es pas obligé de faire un croche-pied avec le mec avec lequel tu cours. Si tu peux courir sympa, en discutant, tu vois c'est quand même plus sympa. Voilà. Donc nous, on veut faire ça au niveau du projet. Et donc les fonctions qu'on a démarrées à Terra, c'est des fonctions qui sont les plus vitales aujourd'hui. Donc c'est l'alimentation. Parce que pour nous, l'alimentation, et c'est pas moi qui l'ai décidé en tombant du ciel, hein, on a fait des réunions, tout ça, pour décider qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui pour l'écosystème coopératif. Hein, les hommes, noces, libres et égaux en droit, les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune. Donc c'est les gens de Terra qui ont décidé qu'est-ce qui était l'utilité commune aujourd'hui dans le projet. Donc la chose qui est sortie la première, c'est l'alimentation. C'est l'éco-construction, c'est-à-dire à la maison. Hein, une fois que tu bouffes, il faut que tu aies un toit, il faut que tu aies... Comment on avait choisi ces fonctions principales pour démarrer? Parce qu'il y en a plusieurs, hein, il y en a une dizaine. Là, on n'en a vraiment que 3, les 3 premières qui ont été mises en place. Et donc, ça a été décidé en concertation avec les volontaires pour décider qu'est-ce qui était d'utilité commune aujourd'hui, à ce moment précis du processus. Et peut-être que dans 2 ans, ce sera d'autres choses. Mais là, à ce moment précis du processus, l'utilité commune, elle est là. Et donc, la première fonction, donc, c'est l'alimentation. Et ça, elle est portée par la ferme de l'Artel, donc, pour l'instant. Alors ça ne veut pas dire que les lieux seront figés dans une fonction, ça veut dire que les lieux vont commencer à se développer à partir d'une fonction principale pour acquérir de la compétence dessus. Et par exemple, sur Trentel, ce sera plutôt la fonction éco-construction. Et quand les deux vont monter en compétence sur leur domaine, ils transféreront leurs compétences. Et donc on se retrouvera après avec des compétences à la fois d'éco-construction et d'alimentation sur les 2 domaines. Mais on ne peut pas monter en compétence sur tous les domaines en même temps, on n'a pas le temps. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on a un foie, un cœur, un rein, un poumon. Si on était multifonction, on ne pourrait pas faire grand-chose. Donc voilà, donc, alors sur l'Artel, donc la ferme de l'Artel, donc c'est plutôt la fonction s'alimenter. Donc là on a développé une activité de maraîchage, maraîchage bio à la fois intensif et doux. Une activité de spiruline, une activité de tisane, de plantes, un truc, j'aime pas trop dire médicinal parce qu'on n'a pas le droit, je crois, mais en tout cas de plantes de bien-être. Un gîte dans lequel on fait de la cuisine et on accueille nos volontaires. On est en train d'acheter un terrain, le compromis a été signé juste à côté pour construire une petite salle de réunion, une formation avec des studios pour accueillir des volontaires, au moins une quinzaine de personnes pourront loger ensuite sur place. Donc ça c'est la fonction gîte qui va assurer le gîte et le couvert des personnes qui vont venir. Et puis on a aussi un jardin-forêt, vivrier, qui lui a pour vocation à la fois de produire une alimentation à partir d'une forêt-jardin vivrière, donc, dont l'objectif c'est pas forcément de vendre sur un marché, et en même temps comme étant un outil pédagogique pour faire visiter ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la permaculture et les jardins-forêts à des personnes qui sont intéressées par ce type de production. Ça va d'un groupe de personnes âgées à un groupe de classe, en passant par des écotouristes qui vont venir. Et puis là, depuis peu, on commence à développer maintenant l'aspect formation à la permaculture, qui commence à se développer de plus en plus avec des formations. Et puis on développe aussi des activités d'immersion où les gens peuvent venir passer une quinzaine de jours avec nous, puis voir le fonctionnement d'une ferme permacole comme la nôtre. Donc est très important, et j'ai oublié un dernier point, un réseau de distribution, un circuit court, qui nous permet de nous regrouper avec plusieurs producteurs. On a une quinzaine de producteurs aujourd'hui, et qui nous permet de vendre dans un garde-manger, bientôt dans une épicerie de producteurs, des produits locaux qui nous permettent d'assurer en fait la satisfaction de nos besoins fondamentaux sur la partie alimentaire. Et pour nous, c'est très important d'ailleurs, peut-être pour ceux qui veulent créer des lieux,
on ne veut pas être dans l'autarcie, nous, on ne veut pas chercher à produire pour être en autarcie là où on est. Nous, on veut être mélangé à un ensemble d'acteurs qui produisent une alimentation saine et d'être suffisamment proche d'eux et eux de nous pour créer un réseau de distribution en circuit court qui assure aussi la résilience aussi de la production. Parce que si jamais tu as un problème sur ta ferme à un moment donné, tu vas bien être malheureux si jamais il n'y a personne autour de toi qui peut t'alimenter pendant que toi, tu n'auras rien si tu veux. Donc c'est super important et c'est là qu'on est passé de l'éco-village à l'écosystème coopératif. C'est qu'on a pris conscience à un moment donné que le modèle de l'éco-village, en fait, ce n'est pas résilient. Ce n'est pas vrai. Personne sur cette planète peut vivre tout seul dans son village. Ce n'est pas vrai. Bien sûr, on peut être maximum autonome sur son village, mais on ne peut être vraiment autonome que dans un écosystème coopératif. Aucune plante ne se développe toute seule, sauf certaines malheureusement dans des laboratoires alimentaires, mais c'est pas quand même top. Mais personne ne peut se développer tout seul. On se développe avec les autres. C'est pour ça qu'on est passé à un moment donné de l'éco-village à l'écosystème. Et là, on voit bien que notre raison d'être, elle est évolutive. Hein. Puisque quand on est parti, moi, j'étais vraiment centré sur l'éco-village. Hein. Et puis avec l'expérience, l'émergence, justement, on s'est rendu compte, non, ça ne marchera pas. Et donc, on est passé de l'éco-village à l'écosystème territorial. Et d'ailleurs, même notre baseline, si vous allez sur le site, si vous tapez terra.coop, avant, vous aviez Terra, un éco-village sur le XXe siècle. Et maintenant, vous avez Terra, un écosystème pour le XXe siècle. Et quand on a fait ça, on a tous eu une espèce de... Mais c'est tellement vrai, tu vois. Voilà. Donc, première fonction, fonction s'alimenter. La deuxième fonction qui est née, c'est donc la fonction éco-construction, qui aurait dû être sur la ferme de l'Herstal, puisqu'au début, on voulait tout faire sur la ferme de l'Herstal. Puis malheureusement, pour des tas de raisons que je ne vais pas développer ici, mais que les personnes qui veulent créer des écolieux doivent absolument prendre en compte, on n'a pas pu appliquer la loi. On n'a pas pu. La loi Allure nous permet, sur des espaces naturels ou des espaces agricoles, de créer des habitats légers qui peuvent devenir la propriété principale d'habitation de leurs habitants. Et malheureusement, pour que ça se soit... Donc ça amène à créer ce qu'on appelle un STECAL. Et le STECAL, il n'est possible que si la préfecture ne répond pas non au bout de 3 mois du dépôt de ce dossier. Ce dossier a été présenté par le gestionnaire du PLU, du plan local d'urbanisme, qui peut être soit une communauté de communes, soit une commune. Et là, il se trouve que la commune sur laquelle on était n'a pas voulu porter ce projet. Et donc, du coup, on n'a pas pu le faire alors que la loi nous y autorise. Donc, c'est pour ça que, là, vous voyez, quand on parlait de la fonction gouverner tout à l'heure, c'est super important de se mailler avec les collectivités. Et Terra, c'est un projet aussi politique. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on ait un partenaire avec une commune. Il faut faire de la politique locale. Parce que là, par exemple, si on avait été au conseil municipal et qu'on avait eu la majorité, on aurait pu le faire. C'est énorme. Donc ça veut dire que je ne suis pas en train de dire que la politique, c'est pas bon. Hein. Je suis en train de dire que la politique fait partie des 5 outils à maîtriser pour développer un écosystème coopératif. Donc, du coup, on n'a pas pu le faire sur place. Et on l'a fait dans une commune à côté qui nous a accueillis, qui a 4,5 hectares de terrain qu'on vient d'acheter au bord du Lot. Et là, effectivement, le terrain, alors c'est ça qui est la magie de ce projet, quoi. C'est que ce qu'on n'a pas pu faire parce que la loi telle qu'elle était nous l'interdisait là-bas et qu'on n'a pas pu faire modifier la réglementation du PLU, eh bien, sur ce terrain-là, tout est déjà prêt depuis 36 ans. C'est-à-dire qu'il y avait un tiers du terrain qui était constructible pour des maisons fondées, un tiers des terrains qui étaient au bord du Lot qui nous permettaient de faire des habitats légers, et un tiers du terrain qui était classé comme terrain agricole. Et là, tu te dis, mais putain, si on avait continué à se battre sur l'Artel comme des fous furieux, parce qu'on voulait à un moment donné les foutre au tribunal administratif et tout, c'était la folie. Et on s'est dit, non, si on rentre là-dedans, on n'est plus dans la coopération, il faut arrêter. Donc on a dû démonter nos maisons. Je peux te dire qu'on était mal en point, hein, quand on a tous nos prototypes qu'on avait passé 1 an et demi à construire et tout. On avait fait des maisons autonomes, un habitat léger autonome et tout, qu'on avait passé vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Tout ça, on a démonté tout ça. Et là, pouf, coup de téléphone, allô, voilà, on a un terrain de 4,5 hectares, on trouve votre projet super, venez nous rejoindre. Ça nous a pris quand même 15 mois pour convaincre le conseil municipal après. Et là, le terrain, il est découpé exactement comme on voulait faire là-bas. Et là, tu te dis, merde, quand même, on vit quand même dans un écosystème coopératif. Quoi. Bon, voilà. Donc, deuxième fonction, l'éco-construction. Donc là, l'éco-construction, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée sur ce terrain-là de montrer qu'aujourd'hui, il est possible de créer un quartier rural autonome dans un petit village, dans une zone de revitalisation rurale, et de faire en sorte que l'investissement qu'on va faire dans ce village puisse servir au développement économique de tout le territoire. Par exemple, là, on va investir 6 millions d'euros sur 4 ans. C'est bon, ça commence à faire une belle somme. Hein.
Et sur ces 6 millions d'euros, il y a 20% qui vont être dépensés en monnaie citoyenne locale. Donc 1 200 000 euros d'injection de monnaie locale sur le territoire. Ça commence à faire. Hein, ça commence à faire. Et en plus, toute la construction du quartier rural qu'on va faire sur ce terrain, qui jouxte la commune, on va le faire construire par les acteurs qui vont habiter le territoire. C'est-à-dire qu'on va construire un centre de formation et de construction, et d'éco-construction. Le centre de formation va avoir comme mission de construire le quartier rural. En même temps, il va le construire en formant des personnes à la construction. Donc il aura un effet, et là on est complètement dans la permaculture. Hein. À nous, de toute façon, on baigne dans la permaculture. Donc ce centre de formation va en plus former des personnes qui ont besoin de se former. Et là, on aura 3 types de publics. On aura les autoconstructeurs, donc les gens qui viendront pour apprendre des techniques de construction. On aura des stagiaires en insertion professionnelle, donc des personnes qui sont en situation d'exclusion financière et qui vont pouvoir, grâce à ça, apprendre un métier qui va leur servir de suite. Hein, tu vois, donc des petits jeunes qui sont un peu en distance par rapport à l'activité économique, donc ils vont apprendre à construire des maisons et à construire leur propre maison. Et puis on aura aussi des professionnels du monde de la construction qui veulent entrer en transition et qui veulent apprendre des techniques de construction de maisons ainsi que de leurs composants de l'autonomie, mais qui sont plus respectueux des humains et de la nature. Et donc ce centre de construction va construire plusieurs éléments. Donc il va construire une maison de la transition qui va être un lieu dans lequel on va organiser des animations, des ateliers, où les gens pourront venir passer des vacances, 1 semaine ou 10 jours, tout en apprenant des choses super intéressantes sur la transition, mais qui va recevoir aussi des touristes qui vont venir à des conférences, à des ateliers, à des démonstrations de techniques liées par exemple à l'énergie, à l'eau, etc. Et puis on va construire un petit centre commercial, donc avec une épicerie bio, avec des producteurs bio, un petit restaurant bio qui utilisera les produits locaux pour faire la restauration de tous ces gens qui vont venir sur le terrain. Et puis, on aura aussi des habitats légers qui seront au bord du Lot, une dizaine, qui seront construits par le centre de formation et qui pourront abriter des personnes qui viennent passer leur séjour sur le quartier rural. Et enfin, à l'intérieur, on va construire une zone d'habitation pour une 15aine de maisons et une 30aine d'habitants. Maisons bien sûr passives, certaines seront partagées, certaines seront individuelles. Et bien sûr, on va construire ces maisons de telle façon à ce qu'elles soient les plus autonomes possibles. Et toute la gestion économique, si tu veux, et financière de ce quartier rural va faire qu'on va produire 50% pour nous-mêmes, puisqu'il y a aussi un terrain agricole qui va aussi produire des légumes en partenariat avec bien sûr d'autres producteurs locaux. Donc 50% de ce qu'on va produire sera pour nous, et 50% on va le vendre aux habitants de notre territoire. Et en le vendant aux habitants de notre territoire, on va faire entrer en transition les habitants de notre territoire, qui vont dire, mais finalement, c'est bien ça. Ben moi, je verrai bien ça dans la maison, ça fera baisser ma facture d'électricité, ça fera ceci, ça fera cela, ça fera cela. Et donc, du coup, non seulement nous, on va se transformer, mais en plus, l'idée, c'est qu'on puisse transformer les acteurs locaux et faire entrer le territoire en transition. Et la finalité aussi de ça, c'est qu'en plus, ça va générer des taxes, des cotisations, des impôts locaux, ce qui va permettre aux collectivités territoriales de pouvoir investir dans les activités du lieu et donc remettre en place des services publics. Et là, on a le premier exemple concret. On a acheté le terrain de Trintel, ça nous a coûté 220 000 euros. Sur ces 220 000 euros, la commune a accepté de redonner 44 000 euros de ce montant au capital de la société coopérative d'intérêt collectif qu'on va faire. Et donc la mairie est devenue actionnaire en fait de la société coopérative d'intérêt collectif qu'on est en train de construire. Et là, on voit bien comment la fonction habitée va se redéployer en fait et va énergétiser en gros toutes les activités qu'on va faire sur le lieu. Et enfin, dernière fonction qu'on a développée, c'est plutôt une fonction transversale. Donc elle comprend l'aspect fonctionner et contribuer. Donc c'est 2 fonctions en fait en une. Donc c'est ce que vous avez vu à Tournon d'Agenais. Donc là, on a un siège social avec des activités administratives. On mutualise des activités administratives pour tous les acteurs qui participent au projet. On fait aussi du développement économique, c'est-à-dire on accompagne les porteurs de projets qui veulent entreprendre dans notre territoire. Et là, on a un partenariat avec une coopérative d'activité et d'entrepreneurs qui s'appelle Coaction. On devait créer cette coopérative d'activité, mais comme on a vu qu'il en existait une sur le territoire, eh bien, on l'a fait avec eux. Et donc aujourd'hui, on a 5 personnes qui sont adhérentes de cette coopérative, 7 personnes même, qui sont adhérentes de cette coopérative, dont 5 touchent le premier revenu d'autonomie. Et en fait, la coopérative les accompagne dans leur activité. Elle transforme leur chiffre d'affaires en salaire.
Du coup, ça leur permet d'avoir une sécurité sociale, des cotisations, etc. Et puis en même temps, pour nous, ça nous permet d'avoir d'avoir des personnes qui sont vraiment autonomes aussi, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément sur lesquelles on n'a pas de lien de subordination, puis qui ne sont pas salariés de Terra, ils ne sont pas salariés d'une structure, ils sont tous entrepreneurs salariés d'une coopérative d'habitants. Et puis certains ont un statut aussi en micro-entreprise, d'autres sont un statut agriculteur, comme par exemple Chesco qui fait la spiruline, il a choisi un statut agriculteur. On a comme ça plein de types de structures différentes. Et donc pareil, sur la fonction contribuer et fonctionner, on a aussi l'aspect expérimenté, et là c'est le conseil scientifique. Et donc là c'est tout le travail qu'on fait avec les chercheurs pour documenter, pour trouver des solutions ou poser des questions à ce qu'on est en train de faire. L'idée centrale de l'écosystème territorial, de l'écosystème coopératif territorial, c'est la notion de coopération. D'ailleurs, quand on parle d'économie de la fonctionnalité, on dit toujours économie de la fonctionnalité et de la coopération. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'économie sans coopération. C'est le principe de base. Ils coopèrent tous, là. Donc nous, c'est pareil, si on ne coopère pas, ça ne va pas le faire. Donc le principe de base, c'est de dire que pour qu'un jeu individuel puisse se développer, donc expérimenter le chemin de son propre bonheur, il faut qu'il y ait un nous autour. Sans le nous, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'articulation. C'est pas possible, parce qu'on ne peut pas expérimenter le chemin de son propre bonheur dans un milieu et avec des personnes qui ne prennent pas en compte notre propre expérimentation. Et inversement, on ne peut pas expérimenter le chemin de notre propre bonheur si nous-mêmes on ne prend pas encore les enjeux des autres. Parce qu'au bout d'un moment, si on ne prend pas encore les enjeux des autres vont se retourner contre nous. Donc il y a une espèce de jeu coopératif qui prend en compte les enjeux de chacun, qui fait qu'à un moment donné, ça va créer une sorte de gains supplémentaires qu'aucun des acteurs n'aurait pu obtenir s'il n'avait pas appartenu à ce nous-là. Et ça, c'est vachement important, je pense, dans le développement d'un écosystème coopératif, parce que trop souvent, les acteurs qui veulent s'émanciper de la société marchande, on va dire, ils rentrent dans une logique de coopération, mais entre eux. Ça ne marche pas. Ça peut marcher qu'un certain temps. Enfin, quand je dis ça ne marche pas, ça va marcher à l'échelle dans laquelle on va le faire marcher. Mais dès que tu veux garder cette idée de transformation sociale, donc de transformer le nous, parce qu'aujourd'hui, même les jeux qui veulent expérimenter le chemin de leur propre honneur, ils sont dans un nous qui les en empêche. On l'a vu tout à l'heure. Problème de production, de réseau de distribution, de moyens d'échange, de revenus et de gouvernance. Donc si tu es dans un nous qui ne facilite pas l'expérimentation du chemin de ton propre bonheur, tu auras beau essayer de t'en sortir, à un moment donné, il va te rattraper par la loi, par l'argent, par les forces de l'ordre. Enfin bref, à un moment donné, tu seras toujours rattrapé, si tu veux, par ce nous. Donc, tu ne peux pas t'occuper que de ton jeu personnel. Tu es obligé de t'occuper du jeu des autres, c'est le cas de le dire. Tu vois, J-E-U ou J-E. Et tu dois aussi t'occuper du nous qui n'est pas à l'intérieur du ciel, c'est-à-dire du milieu dans lequel tu baignes. Et donc ça veut dire travailler sur la coopération, ça veut dire des modes de gouvernance partagés, ça veut dire la co-construction de ton projet avec les autres. Donc fini l'histoire, moi je veux faire ça, puis maintenant j'ai vu certains lieux dans lesquels on est un peu là-dedans, quoi. C'est-à-dire que voilà, les fondateurs, ils ont décidé d'un truc, et puis maintenant... Et j'ai vu des trucs même, enfin moi qui me sont... C'est-à-dire où des personnes étaient restées 4, 5, 10 ans dans un lieu, nourries, logées, qui ne pouvaient toujours pas décider. Et quand ils ont voulu essayer de vouloir être en situation de pouvoir décider, on leur a dit, mais attends, non, c'est pas possible. Et donc ils se sont cassés. Et ouais, mais c'est terrifiant. Tu passes 10 ans de ta vie à construire le patrimoine d'un lieu et tu repars avec une main devant, une main derrière. Enfin, juste l'image. Voilà. Donc tu repars avec une main devant, une main derrière et tu as passé 10 ans de ta vie à construire le patrimoine de quelqu'un d'autre. Non mais attends. Alors bien sûr, eux, ils s'en foutent parce que comme ils sont connectés sur un flux de personnes entrantes, les personnes qui partent, c'est pas très grave, d'autres vont arriver. Et sur ceux qui vont arriver, certains vont rester. Et ils vont continuer à augmenter le patrimoine jusqu'à ce qu'ils s'en aillent parce qu'ils ne pourront pas décider. Tu vois, cette espèce de cycle infernal, ça craint. Hein. Ça craint. Hein. Donc c'est pour ça que nous, c'est important de valoriser l'activité des personnes. Et nous, ce qu'on voudrait à terme, c'est que toutes les personnes qui ont une activité au sein de Terra aient des parts sociales d'une société coopérative d'intérêt collectif, de telle façon à ce que leur activité au sein de l'écosystème coopératif soit valorisée d'une façon ou d'une autre,
Hein, on veut créer de la dette, nous on veut créer de la dette sociale. On ne veut pas que les gens continuent à être bénévoles. On veut que les gens soient des volontaires. Et donc s'il y a quelque chose à partager, ils doivent pouvoir le partager. Donc c'est super important, quand on veut construire un écosystème coopératif territorial, de prendre en compte les enjeux des autres. Et les autres, ce n'est pas seulement les autres du projet, c'est les autres du milieu dans lequel on baigne. Donc ça veut dire les communes, les entreprises, les associations, les habitants du coin. C'est vraiment essayer de s'ouvrir. Hein, c'est pas un truc fermé, quoi. Voilà, quoi, la vie, elle est ouverte. Quand tu es en sécurité à l'intérieur de toi, tu es ouvert, quoi. C'est quand tu n'es plus en sécurité à l'intérieur de toi que tu te refermes. Donc plus, normalement, tu es bien avec toi et avec les autres, et plus tu es ouvert sur le monde qui t'entoure, quoi. Et ça, c'est un bon signe dans un lieu. Plus un lieu est ouvert. Alors attention, ça ne veut pas être non plus ouvert aux 80 tout le temps. Nous, on a des phases où on ferme et puis des phases où on ouvre. Mais ça, c'est normal, c'est le cycle de la vie, des moments où tu dors et des moments où tu es en activité. Mais par contre, tu n'es pas fermé tout le temps, quoi. Et quand tu es ouvert tout le temps, c'est dangereux aussi d'ailleurs. Parce que si tu es toujours ouvert, c'est un problème aussi. Ça va? C'est plus clair? Dans les outils aussi qu'on retrouve dans la fleur de la permaculture, notamment sur économie-finance, il y a cette idée de troc, de woofing. Enfin là, on en a un peu parlé. Donc comment trouver l'équilibre entre ce que les gens vont pouvoir donner, les volontaires, et comment trouver sa place. Quel outil vous mettez en place pour accueillir les gens et pour qu'ils un peu s'emparent du projet On est plutôt dans une logique de parcours d'intégration maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des personnes. Alors c'est ça notre désarroi, c'est qu'on est beaucoup de gens frappent à la porte pour venir. Et je sais pas, on dit non à 90% des personnes, quoi, peut-être même plus, 95%. C'est pour ça qu'il nous faut créer des outils avec des enceintes qui permettent de développer ces lieux partout, parce que des gens qui veulent entrer en transition, il y en aura de plus en plus, quoi. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne s'occupe pas de ces chenilles qui sont en train de se transformer en papillons. Il faut créer des cocons partout dans lesquels les gens peuvent venir faire leur mue sans violence. Donc la première étape, c'est la visite. Donc on a des visites, là, on a des visites à peu près une fois par mois, et l'été 2 fois par mois, où là les jeunes viennent passer une journée. Et même maintenant, on a mis 2 jours même, parce qu'il y a des gens qui nous demandent des choses plus spécifiques. Donc du coup, maintenant, on va faire des visites sur 2 jours. Première journée, c'est vraiment, on présente le projet Terra avec le modèle économique, son histoire, la gouvernance, on refait un point sur le contexte, tu vois. On recontextualise pourquoi on a fait ce qu'on fait, tout ça. Et puis ensuite, on fait visiter la ferme, voilà, donc ça dure une journée. Puis après, la deuxième journée, maintenant, on va faire des ateliers spécifiques, parce qu'il y a des gens qui viennent avec des besoins particuliers. Et donc, en fonction des besoins des gens, on pourra rajouter un atelier sur la gouvernance, un atelier sur le forêt-jardin, un atelier sur le manufacture, un atelier sur l'énergie, ou la finance, ou l'économie, etc. Ça va être en fonction des besoins des gens, parce qu'on s'est dit que c'était très bien de leur apporter ce qu'ils ont besoin. Donc, une fois que les personnes ont fait la visite, elles peuvent revenir. Et donc là, il y a plusieurs types de séjours. Donc, il y a des séjours, ce qu'on appelle les séjours en chantier. Donc là, les gens viennent sur un chantier particulier. Donc ça peut être par exemple, là en ce moment, on a un chantier pour refaire la toiture. Là, pareil, vous avez vu, puisque vous y étiez, il y a eu plusieurs chantiers. Là, voilà. Il y a ce qu'on appelle les séjours immersion. D'ailleurs, il y a 3 personnes qui sont en séjour d'immersion. Voilà. Et les séjours d'immersion, alors c'est des personnes, et malheureusement, on ne peut pas prendre beaucoup de personnes. Donc c'est maximum 3 personnes qui viennent et qui restent avec nous 15 jours. Et là, pendant ces 15 jours, ils vont essayer de découvrir toutes les activités de Terra. Et là, ils vont aller, ils assistent aux réunions, ils peuvent choisir de participer à telle ou telle activité. Et là, c'est des séjours plus longs, pas plus de 15 jours. Et puis après, l'étape suivante, c'est des personnes qui veulent venir s'installer. Donc là, les personnes, généralement, elles nous le disent. Et puis elles disent, voilà, j'aimerais bien venir habiter. Alors, certains habitent et ils nous le disent après. Donc ça, c'est très, très embêtant. Ça nous est arrivé. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, après, si les personnes veulent venir habiter, ils vont s'installer et pendant 1 an, ils vont participer à des activités. Et justement, c'est là où on est en train d'essayer de voir comment on passe à l'étape suivante. Parce que là, ce qu'on aimerait, c'est que les personnes qui intègrent après le niveau de décision, parce que nous, on veut absolument que les gens puissent participer aux décisions, ils soient au même niveau d'information que nous. Parce que si tu intègres les gens trop vite, ils vont prendre des décisions sans avoir la culture du projet. Et comme ils n'auront pas la culture du projet, finalement, ils vont se mettre très rapidement en porte-à-faux par rapport au groupe. Donc il y a un moment où les gens doivent acquérir une certaine culture du projet pour pouvoir prendre des décisions avec nous. Et donc c'est ça qu'on est en train de régler aujourd'hui. C'est quel est le moment ou quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour que les gens acquièrent cette culture, pour pouvoir après rentrer dans le projet de façon décisionnaire. Voilà.
Voilà. Et puis après, il y a l'étape encore suivante, qui est l'étape dans laquelle la personne va décider de porter une activité. Et Terra, l'objectif, c'est pas seulement que les gens servent le projet. Et Terra, l'objectif, c'est pas seulement que les personnes servent le projet, mais c'est aussi que le projet les serve. Parce qu'on est vraiment dans ce aller-retour, le jeu et le nous. Et donc, ce qu'on aime bien, c'est que des personnes proposent des projets qu'ils veulent accomplir. Et nous, on va essayer de s'organiser pour les aider à accomplir ces projets, soit en les finançant, soit en les accompagnant. On a des outils pour créer des entreprises, etc. Pour que vraiment, on puisse accompagner la personne dans son projet personnel, de telle façon qu'à terme, elle puisse s'installer à son compte et devenir vraiment, pour le coup, autonome. Et c'est là que rentre une autonomie qui permet aussi à des personnes d'avoir un revenu suffisant pour pouvoir choisir leur activité et se développer après comme ils veulent se développer. Donc le cœur battant de Terra, c'est sa raison d'être. Donc sa raison d'être, c'est que chacun puisse créer les conditions matérielles et humaines pour que chacun puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. C'est vraiment ce qui solidifie toutes les personnes dans ce projet et qui fait que le matin elles se lèvent et qu'elles veulent donner du temps pour que ce projet se réalise. Et pour que ça soit possible, il faut vraiment créer des conditions matérielles humaines. C'est l'erreur que font beaucoup aujourd'hui de personnes qui s'installent dans des écolieux, c'est qu'ils s'installent avec leur bon cœur en quelque sorte et ils commencent par faire de la gratuité, de l'échange, du troc, etc. Or, comme ils sont baignés dans un milieu qui exige de la monnaie, au bout d'un moment, ils vont épuiser leur épargne, ils vont épuiser leur capacité à donner parce qu'ils auront besoin de monnaie. Et là, généralement, ce qui se passe, c'est soit ils vont aller chercher des boulots à l'extérieur pour de nouveau avoir du pognon, soit ils vont vivre dans des conditions de précarité telles, avec juste un RSA par exemple et 3 allocations, mais du coup, dans ces conditions-là, ils ne pourront pas être moteurs du changement de la société, ils vont vivre vraiment... Alors ils vont vivre bien, certains vivent très bien avec un RSA, je ne dis pas le contraire, hein, mais par contre, ils n'auront plus de capacité à transformer la société. Et troisièmement, ce qui peut se passer aussi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que comme à un moment donné, ils n'ont plus d'épargne, ils ont besoin d'argent pour continuer à faire vivre le lieu, ils vont se transformer en entrepreneurs, entre guillemets, en entrepreneurs côté business, c'est-à-dire qu'ils vont monétiser des choses, ils vont investir, ils vont s'endetter, ils vont avoir un prêt, et donc derrière, ils seront obligés de le rembourser tous les mois, et donc il faut faire entrer des sous, et donc ça va changer la nature de leur projet parce qu'il faudra aller chercher des sous en catastrophe pour payer les prêts et puis reconstituer l'épargne qu'on a dépensée. Et là, généralement, ça donne des lieux qui sont hyper chargés sur le plan économique et financier. Donc pour éviter ce problème-là, l'idée, c'est justement de commencer par créer une peau économique autour de ce projet-là, pour expérimenter le chemin d'entrepreneur, une peau économique qui va faire que on va monétiser justement ce qui compte pour nous, on va donner de la valeur économique à ce qu'on fait, de telle façon à ce que tout ce qu'on produit entre nous, plutôt que de le faire gratuit, on va le faire payer. Mais on va le faire payer en monnaie citoyenne locale, donc ça veut dire avec un argent respectueux des humains et de la nature, dont on va maîtriser totalement la création, la circulation et la destruction, et l'épargne. Et donc en valorisant en monnaie ce qui compte pour nous, on va donner un revenu aux personnes pour pouvoir acheter ces produits, et donc on va aller chercher de l'investissement auprès d'épargnants par exemple, on va aller chercher des contributions auprès de donateurs, on va aller chercher des subventions auprès des collectivités territoriales. Et donc, ces subventions, ces investissements et ces donations privées, on va dire, on va les rentrer dans une bassine, en quelque sorte, une grosse bassine. Et avec ça, on va financer les revenus d'autonomie pour que les gens puissent acheter ces produits et ces services. Et de l'autre côté, on va investir dans les activités de production pour augmenter la production locale. Et donc, l'idée, c'est faire monter progressivement à la fois la quantité de produits ou de services locaux à monnaie citoyenne locale, et de l'autre côté, les revenus qui vont être en circulation, qui vont permettre d'acheter ces produits. Et quand à un moment donné, finalement, les deux vont rentrer en résonance, c'est-à-dire que la monnaie en circulation sera égale à la production locale, et bien là, on va commencer à dégager des résultats, et avec ces résultats qu'on va dégager, on va pouvoir réinvestir pour attaquer de nouveaux parties de choses sur lesquelles on veut s'investir, ou alors on va carrément pouvoir investir dans de nouveaux écolieux pour aider d'autres écolieux à se former. Et c'est pour ça qu'à Terra, je dis souvent, quand on fait le jeu du modèle économique, que je hais les bénévoles en fait. Alors je hais les bénévoles parce que j'étais bénévole très longtemps. Bénévole, c'est pas que je les hais, mais je hais le principe du bénévole aeternam.
Et c'est quoi pour moi le bénévole, l'étymologie c'est bénévolat, ça veut dire vouloir le bien ou vouloir bien faire. Ça n'a jamais voulu dire être gratuit. Alors d'un côté on a les bénévoles qui réparent et qui développent les communs, bénévolement, gratuitement. On dit bénévolement c'est gratuitement, tu vois. C'est une hérésie. Bénévolement c'est pas gratuitement. Enfin normalement ça devrait ne pas être gratuitement. Donc il y a ceux qui reconstituent les communs et qui les développent, bénévolement. Et de l'autre côté, tu as les malévoles qui détruisent les communs et qui se les approprient, et eux se font payer. Et là, tu vois qu'il y a un truc abominable, quoi. Pourquoi les bénévoles, ça doit être une vocation et ça doit être gratuit, et les malévoles, eux, ça doit être payant et ça doit être un métier. Non, mais c'est n'importe quoi. Donc nous, on préfère parler de volontaire. Un volontaire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui accepte d'interagir avec le patrimoine des communs productifs, c'est-à-dire il accepte de produire de la valeur. S'il y en a, il prend, et s'il n'y en a pas, il ne prend pas. Mais s'il y en a, il veut bien qu'on lui donne. Et là, on est dans une espèce de mix qui est inclassable. Moi, j'aime bien les trucs qui ne sont pas classables. La vie, elle déborde toujours. Hein. Dès que tu veux mettre la vie en cage, elle déborde. Donc, moi, j'aime bien ces débordements de concepts. C'est-à-dire que, un volontaire, il fait les deux. Il est bénévole, il veut le bien, et en même temps, il veut bien qu'on lui en donne un petit peu, parce qu'il existe en tant que personne. Il n'est pas qu'un seul nous, il n'est pas comme nous. Il est aussi un jeu, et ce jeu a besoin d'être reconnu. Les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune. Et moi, je suis désolé, quand quelqu'un sert les communs, j'ai envie de le distinguer. Et donc, pour le distinguer, je veux lui donner de la monnaie. Parce que cette monnaie, c'est un bulletin de vote qu'il pourra ensuite utiliser pour payer d'autres personnes qu'il veut reconnaître. Et s'il n'a pas de bulletin de vote pour reconnaître ceux qu'il veut reconnaître, malheureusement, il ne pourra pas dire ce qu'il veut. Et donc, il ne pourra pas dire ce qu'est le commun. Or, l'utilité commune, c'est les tâches au service des communs. Et les communs, c'est quoi? C'est ce que les gens décident de décider comme commun. Pas à la majorité plus une voix, à l'unanimité, c'est-à-dire un fort consensus. On ne peut pas décider ce qui est commun entre nous à 2 sur 4. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que dans ces cas-là, les communs, ce seront pour ces 2, pas pour ces 4. Donc pour nous, c'est super important qu'on ait les moyens de pouvoir décider qu'est-ce qui est commun entre nous. Et vraiment, pour nous, on se sent vraiment volontaire. Et notre objectif, c'est pas d'être bénévole gratos à vie. Notre objectif, c'est d'avoir un revenu de citoyen qui est suffisant pour choisir entre des activités pour moi-même. Par exemple, moi j'aime bien la méditation le matin. Et voilà, je prends du temps pour méditer et j'ai l'impression que je travaille pour autrui. C'est quand je médite pour moi-même, je me sens satisfait. Et comme je me sens satisfait, je me sens disponible aux autres. Et comme je suis disponible aux autres, j'ai tendance à plus contribuer naturellement, puisque j'ai moins de préoccupations. Donc on voit bien qu'un travail pour soi-même, on devrait être payé pour faire de la méditation, moi je dis. Bon. Et d'ailleurs, Patrick Vivray, que j'aime beaucoup, qui est un philosophe avec qui j'ai beaucoup travaillé, il dit toujours, le vrai revenu de base, il est nécessaire, parce que le métier de l'homme, c'est transformer du soleil en conscience, et que pour transformer du soleil en conscience, c'est un métier. Tu vois. C'est énorme. Et c'est vrai, on transforme du soleil en conscience. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais bon. Donc, une monnaie citoyenne locale, son objectif, c'est aussi de réintégrer les externalités négatives et positives dans les coûts, et donc derrière, d'agréer des acteurs respectueux des humains et de la nature qui vont être autorisés à recevoir les abeilles. Et pour nous, c'est très important d'utiliser une monnaie citoyenne locale parce que grâce à la monnaie citoyenne locale, notre monnaie peut vraiment redevenir un bulletin de vote. Parce que quand aujourd'hui je reçois des euros, je ne sais pas d'où les euros viennent. Et quand je les donne à quelqu'un, je ne sais pas où c'est qu'ils vont aller. Et comme la monnaie en circulation génère toute l'activité mondiale, ça veut dire même quand je paye un producteur local en euros, je contribue à faire fonctionner toute la machine sur le plan planétaire. Moi, je me suis battu à un moment donné, je me souviens, avec les locavores, enfin battu gentiment, intellectuellement, pour leur faire comprendre que quand ils payaient en euros, même s'ils payaient 100% de leur production locale en euros, ils contribuent à 100% à la destruction de la planète. Et pour faire comprendre ça, c'est pas facile. Hein. Et pourtant, c'est la réalité. Parce que quand tu vas prendre ces euros à quelqu'un, tu tires le système économique tout entier et financier. Et quand tu le donnes à quelqu'un, lui-même, il va le redéposer sur un compte. Et là, hop, il va refaire tourner toute la société. Donc la seule façon qu'on a aujourd'hui de remettre la finance au service de l'économie et l'économie au service de la vie, et la vie pour expérimenter le chemin de son propre bonheur, c'est d'utiliser des monnaies citoyennes locales. Pour en faire des vrais bulletins de vote. Parce que quand tu prends de la monnaie citoyenne locale, tu tires le système des monnaies citoyennes locales. Donc tu fais tourner la machine locale. Et quand tu la prends et que tu la donnes à quelqu'un, tu lui donnes à lui et lui va faire pareil.
Et donc, non seulement tu fais tourner la machine locale, mais en plus, tu renforces l'économie locale puisque tu as stocké de l'argent sur un compte épargne et avec cet argent, tu peux investir. Donc, il y a un double effet qui se coule. Non seulement tu fais circuler la monnaie localement pour les acteurs qui le méritent, mais en plus, tu remets de l'investissement dans le territoire pour augmenter la quantité d'entreprises qui produisent des biens et services utiles à la communauté. Pour moi, la monnaie citoyenne locale, c'est le nouveau bulletin de vote du XXIe siècle. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Les monnaies citoyennes locales. Le sous-titre, c'est Faites de votre monnaie un bulletin de vote. Parce que là, on a un putain d'effet de levier énorme. C'est colossal. Il faut savoir que si nous nous réapproprions 5 à 7% de la monnaie centrale, ils sont incapables de faire fonctionner le marché financier. Ils seront obligés d'aller voir papa et maman banque centrale pour qu'ils remettent de la monnaie centrale en fonctionnement. Et plus il y aura de monnaie centrale, donc plus il y aura de monnaie permanente dans l'économie, moins il y aura de crédit. Or aujourd'hui, c'est le crédit, c'est-à-dire la création de monnaie temporaire, qui fait que la monnaie disparaît au fur et à mesure qu'on rembourse sans crédit. Et donc du coup, on a toujours besoin d'un nouveau crédit. Et donc il y a toujours plus d'intérêt dans les prix, d'intérêts cumulés, etc. Alors que si on utilisait de la monnaie centrale, et en plus de la monnaie centrale, la monnaie citoyenne locale, du coup, il y aurait de plus en plus de monnaie en circulation dans l'économie. Et donc il y aurait besoin de moins en moins de crédit. Les acteurs auraient plus de capacité d'autofinancement, donc ils pourraient se financer par eux-mêmes, et on remettrait les banques à leur place. Parce qu'à l'origine, les banques, elles collectaient l'épargne, et ensuite elles la redistribuaient en fonction des besoins. Aujourd'hui, les banques, elles collectent quasiment plus l'épargne. Je crois qu'il doit y avoir moins de 15% d'épargne dans l'économie. Tout ce qu'elles font, elles, c'est déterminer si tu es solvable de leur point de vue et créer la monnaie nécessaire aux échanges. Et comme ils la détruisent au fur et à mesure du remboursement, tu es toujours dépendant d'eux pour avoir de nouveaux crédits. Alors que là, si on utilisait une monnaie centrale en monnaie citoyenne locale, on pourrait de nouveau avoir une capacité d'autofinancement des acteurs locaux, puisque l'épargne, elle existerait avant, elle existerait pendant, elle existerait après. Donc on s'émanciperait de plus en plus de cette société de crédit, quoi. Et les acteurs auraient enfin le droit d'utiliser leur épargne comme ils le souhaitent, quoi. Donc là, les amis, il y a aussi il y a vraiment une action militante, quoi, dans la monnaie citoyenne locale. Et si les gens qui étaient sur les ronds-points, les gilets jaunes, on a eu des discussions avec les gilets jaunes là-dessus, si les gilets jaunes, plutôt que d'aller sur les ronds-points, ils sortaient leur argent de leur compte en banque et les mettaient en monnaie citoyenne locale, je peux te dire qu'au bout d'un certain temps, les choses, elles avanceraient beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Et les monnaies citoyennes locales, associées à une base contre-garantie par une production locale, c'est le moyen de mettre le levier au bon endroit et de tirer. Et là, je peux te dire que plus le manche sera long, donc plus on sera nombreux, et plus on pourra soulever de poids. Mais il sera vraiment bien ancré au sol, quoi. Ça, c'est vraiment un gros boulot. C'est notre boulot. Et qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? C'est que peut-être ils ne voudront pas que ça aille aussi loin. Et certains d'entre eux, à mon avis, vont essayer d'arrêter ça. Et là, ils vont avoir des gros nez rouges. Parce qu'ils vont être obligés de prendre des actions contre ça. Et là, c'est l'application stricte de la stratégie de Gandhi de la non-violence active. Ils vont être obligés de sortir du bois et de faire le contraire de ce qu'ils disent. Et là, ils sont finis sur le plan politique. Ils sont finis. Ils ne feront que se réduire et nous, on ne fera que augmenter. Parce que nous, on n'aura pas besoin de parler. Il suffira de voir. Et eux, ils n'arrêteront pas de parler et on verra que ce qu'ils ne font pas. Et là, c'est fini pour eux. C'est terminé. On passera d'une phase économique à une phase politique. Et on ne prendra pas le pouvoir pour faire quelque chose. On prendra le pouvoir pour le généraliser. Et les gens, comme ils verront que ça marche déjà, ils n'auront aucune résistance à le généraliser puisqu'ils l'auront déjà vu. Et ça change beaucoup la politique. Enfin, c'est un peu ce que je crois. Oui.